Vous parlez de Chief Keef? Non, on va arrêter. Ça sent encore le soufre dans ce studio. Mais écoutez son dernier. Je suis habitué. Moi, je me demande maintenant quand j'en suis, je me dis qu'est-ce que je vais dire. Voilà, tiens, dis-moi deux rappeurs. Écoutez le dernier disque de Chief Keef qui est absolument exceptionnel, par contre, vraiment. Oui, qui est plus influent d'ailleurs que Me Against the World. Il y a que 2 semaines, il est déjà plus influent. C'est fou. Chief Keef, vraiment, c'est fou. Salut tout le monde, si tu veux de l'analyse de rap francophone, tu es au bon endroit, puisque c'est le Code Review épisode 36. Alors j'aurais pu dire comme Mbolo à Monaco, ou comme le Quai des Orfèvres, mais le numéro 36, je suis obligé de citer qui? Quel groupe de rap? 36? Le meilleur groupe de rap de tous les temps. Tu peux le dire. Tu positionnes. Le meilleur groupe de rap de tous les temps, le Wu-Tang Clan. Le Wu-Tang, bravo, c'est pour ça qu'il est là. Évidemment, vous l'aurez compris, l'équipe est au complet. Le titulaire indiscutable est avec moi, celui qui aime se faire nommer le Jeza chevelu du Rio Tinto, Raphaël Dacruz. Comment ça va? Très bien. Jeza, meilleur membre du Wu-Tang, je peux continuer comme ça longtemps. C'est que des statements. Encore de la posture, voilà, bref. Et bien sûr, celle qui vit dans un espace-temps où elle peut se faire les ongles de 3 manières différentes et rencontrer 3 légendes par jour, Sandra Snipes Gomez. Comment vas-tu? Ça va au top. Bon, Merci. magnifique. Aujourd'hui, on va parler du retour, même si ça fait pas si longtemps que ça qu'il est parti, mais du retour des sèches. Mais avant ça, peut-être très rapidement, on va skipper les actus, peut-être juste justement revenir sur 2 événements qui sont arrivés récemment dans le rap français, et peut-être juste rendre rapidement parce qu'on n'a pas plus le temps que ça, mais hommage à 2 membres importants du rap, notamment des années 2000, Nicus Pocus des Winkles et Doncha, qui nous a quittés il y a vraiment quelques jours au moment où on enregistre l'émission. Donc c'est voilà, évidemment on envoie toutes nos condoléances à leurs proches, à leurs familles, et vraiment des gens qui ont été à leur manière dans des écoles, des genres très différents, très importants. Les Winkles, on en a déjà un petit peu parlé ici d'ailleurs, les Winkles dans notamment l'émission consacrée au rap alternatif, mais qui a vraiment eu un rôle dans ce rap-là, qui a influencé des gens, et Doncha, dont on a peut-être pas eu l'occasion de parler parce qu'il était un peu plus rare depuis quelques années, mais qui a été vraiment, c'était un de mes punchliners, franchement, je dis pas ça maintenant, mais un de mes punchliners préférés des années 2000, La rue c'est Bang Bang, c'était incroyable, et j'avais eu notamment l'occasion d'en parler avec Oz et Amir de Street Fab, qui bossaient beaucoup avec lui, parce qu'il était belge, Doncha. Il y a évidemment ce clash légendaire avec Zoxy, dont la Fève parlait. Sur Heure, il avait une rime époque Zoxy contre Doncha. C'est peut-être la dernière fois où il a été un peu remis en avant dans le rap français, mais je conseille à tout le monde, je crois que tout ce clash là est disponible sur YouTube, donc absolument, vous allez le voir, et vous allez voir justement toute l'insolence de Doncha, le charisme, la facilité, tout en impro en plus, exactement. Donc voilà, et c'est presque un peu triste que ce soit la chose qu'on retienne le plus de lui, même si c'était extrêmement spectaculaire, alors qu'il a sorti des beaux disques, des beaux disques qui ne sont pas disponibles sur les plateformes. J'espère que ça pourra évoluer, enfin si c'est sa volonté bien sûr, mais en tout cas j'espère surtout que les nouvelles générations pourront écouter sa musique. Mais vraiment un rappeur, je pense que vous avez un peu compris le rap qu'on aime bien parfois, voilà, les techniciens, la punchline. Doncha, c'était vraiment ça, quoi. Donc voilà, je conseille à tout le monde d'essayer de se plonger là-dedans. On va pouvoir donc démarrer avec le retour de SCH. Donc effectivement je disais retour, mais bon, la dernière mixtape c'est fin 2022, il avait sorti un album en 2021, mais bon, dans le rap actuel, 18 mois sans rien sortir, c'est une alerte enlèvement. Voilà, Julien, où il est finito. Oui Julien, non, il est bien là. Cette fois c'est un album, le 3e volet de la saga Julius, entamé donc en 2018. Ça s'appelle Julio, c'est le préquel, la jeunesse du S, avec une promo travaillée assez surprenante, puisque c'est la première fois je pense qu'un rappeur a teasé son album sur Marmiton. Bien sûr. Ça c'est nouveau. Voilà, c'est ça. Après Stavo sur Le Bon Coin. Exact. C'est vrai que là en ce moment il se passe des choses. C'est ça. Nous on a donc là, au moment où vous voyez l'émission, l'album est sorti il y a 3 jours. On a eu la chance de le recevoir un petit peu avant, de commencer à le digérer, même si on n'a pas eu beaucoup de temps. On va pouvoir parler de cet album-là, de sa place dans la trilogie. Mais d'abord, question simple. Qu'en avez-vous pensé? Sachant aussi qu'il faut le dire, je pense, ça fait un moment, je trouve, qu'on n'a pas eu de gros événements dans le rap français. Il y a plein de projets qui sortent, qui sont de qualité, mais vous savez, ces événements-là avec ces grosses sorties. À un moment, on en a eu beaucoup. Moi, je me souviens, fin 2021, quand t'as Réfé, Nino, Maef, Niska, Orelsan, etc., il y a des albums inégaux, mais en tout cas, il y a des événements un peu blockbuster. Là, je trouve qu'on en a un peu moins. Il y a un peu moins de blockbusters, je trouve, dans le rap français. Donc, quand SCH ou quelqu'un de ce calibre-là sort quelque chose, moi, je trouve ça un peu excitant aussi. Il y a un peu ce truc-là, non ? Si, mais en fait, quand on enregistre avant la sortie, j'ai toujours ce petit doute, parce que je sais que le public, des fois,
est un petit peu, je dirais pas ingrat, mais imprévisible. Et par exemple, je pensais qu'Autobahn allait être beaucoup mieux reçu Ah oui, on avait parlé ici. que ce qu'il n'a été finalement. Donc là, je suis curieuse de savoir je sais comment pas il si va les être gens vont adorer, reçu. mais en Ouais. tout cas, je parle de l'attente qu'il y a autour. Ouais, il y a une Tu vois, attente, ça, bien c'est quand même sûr. quelque chose qui j'aime bien vivre ces moments-là. Ouais, un bien gros sûr. album, Bien sûr, qu'est-ce qu'on en SCH, pense? Oui, surtout qu'en plus, même si effectivement il a moins occupé le terrain discographiquement, il a quand même eu son concert au Vélodrome. Bien sûr. Donc en fait, mine de rien, il y a des espèces de paliers qu'il a encore franchis en C'est vrai. termes de succès public, Mm. avec aussi le revers qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que les fans de la première heure à chaque fois sont toujours un peu, tu vois. Je me souviens en 2022, en fait, quand Fade Up était pas encore sorti, il m'a invité sur scène au Zénith. Et j'y repensais à ça Oui, parce que j'étais au exact. Zénith et je me dis, mais là, un Zénith pour SCH, c'est devenu beaucoup trop petit. Et ça, c'était il y a moins de 2 ans. C'est vrai. C'était il y a 2 ans, en fait. Là, on est en mai, c'était il y a 2 ans. Mhm. Et en 2 ans, Il y a une nouvelle école aussi. Exactement, Ouais. il a vraiment pris un autre statut. Mm. Donc t'as raison, des paliers ont continué d'être franchis. Est-ce qu'il continue de franchir des paliers sur cet album? Qu'avez-vous pensé de Julio qui veut commencer? Je peux y aller. Allez, Je vais commencer par ce que j'ai moins aimé parce que ça va aller assez vite. Ok. Globalement, je suis agréablement surprise par cette sortie. Moi, vous savez, je vais pas répéter trop longtemps, mais les sorties mainstream, je les attends pas comme avant. Oui, t'es parce pas que, comme moi, toi. Toi, j'aime le moment. Je Ouais. suis toujours un peu curieuse parce que SCH, c'est un de mes rappeurs préférés, mais quand ça prend une ampleur un peu trop grande, j'ai toujours un peu peur que ça se formate Ouais. et que ça se lisse, Oui. en fait. Là, pour le coup, le seul petit bémol que je vais trouver sur ce projet, c'est qu'il y a une bonne partie où il opte pour de la drill et des sonorités que j'ai l'impression d'entendre depuis 4-5 ans de manière assez répétitive. Attention, c'est un album de SCH, ça veut dire que c'est quand même très bien produit et Oui, que oui. à ce niveau-là, j'ai les producteurs, j'ai pas encore la liste des crédits, mais les producteurs ne sont pas en tort là-dedans. C'est juste un choix que j'aurais aimé voir un peu plus bousculé à ce niveau-là, mais ça arrive sur que quelques morceaux comme par exemple Quoi et Gris, qui sont pour moi le SCH en mode facile, qui va plaire à son public et qui est un des peu morceaux d'album, je trouve. Ouais, Garcimore Ça aussi, remplit je un peu trouve. album, Garcimore Ouais, aussi. ouais. C'est un peu symptomatique de SCH, c'est une star du rap aujourd'hui. Il faut les morceaux qui vont plaire à son public. Mais ils sont quand même moins nombreux qu'une majorité de morceaux où j'ai l'impression de retrouver la genèse de SCH, les premiers albums, et le côté rugueux, le côté un peu brutal qu'il a dans son interprétation. Et je pense que pour moi, sa grande force par rapport aux autres, si on doit le comparer dans le paysage actuel du top 10 du rap français, c'est son incarnation. Il y en a peu comme lui qui quand il arrive sur un morceau, s'il décide de se mettre à 100% en mode intensité, il se passe quelque chose. Et là, je retrouve cette incarnation, cette intensité sur des morceaux comme Crois-moi, que je trouve super fort, parce que là, vraiment, j'ai l'impression même que il force un peu, mais ça me fait du bien, il force un peu sur l'accent de l'époque. Ouais, et puis, ouais. pas que l'accent, mais c'est aussi une manière de parler. D'articuler. L'interprétation, Voilà. en fait, En fait, c'est l'interprétation. Exactement. Le reproche qu'on fait au début SCH, on comprend pas tout, Ouais. on peut lui faire sur cet Mais album-là. j'adore. Ouais, mais moi aussi, en Ça fait, me parce plaît trop. qu'il retrouve effectivement Ouais. cette espèce de moment où t'as des morceaux où je pense qu'il faut plusieurs écoutes Ouais. pour peut-être tout capter. Ouais, ce qui là, était ce moins le râle cas. dans la gorge là qu'il Ouais, avait, exactement. moins d'ailleurs sur un album comme Julius 2 où Exactement. il essayait d'être peut-être plus intelligible, Ouais, tout à où fait. il rappait plus à voix basse aussi à certains moments. Ouais. Là, il y a, Moi, ça, il y a ce feu dans la gorge là. C'est ça que j'ai adoré quand j'ai découvert SCH. Je me suis dit, c'est qui ce mec bizarre? Ouais, Il ouais. est trop fort, mais en plus, Au début, il est était chelou, il est SCH. louche, ce mec. Le clip de la mallette, moi, je m'en rappellerai toute ma vie du premier visionnage, et j'ai l'impression de retrouver un peu ça. Et que c'est poussé encore à un Parce autre que c'est le niveau. préquel aussi, donc je pense que Exactement. ça me rappelle un peu, je viens d'y penser un peu de Jay-Z quand il fait American Gangster, Mm. où il se remet à parler de trucs crapuleux et Mm. tout, alors que c'est plus du tout sa vie, Mm. mais comme c'est un album qui parle, qui est un peu la Ouais. BO officieuse du Ouais. film, du coup il pouvait se permettre Ouais, c'est ça. de retourner sur un peu ces histoires de début de carrière. Bah là c'est un préquel aussi, donc du coup c'est sûrement pas la vie qu'il mène aujourd'hui, Ouais. mais il peut y aller parce qu'il raconte ses premières années. Exactement. Et en plus, c'est poussé parce que il fait écho à ça, justement. Dans Préquel, il dit « Je baise le hitmaker, je baise le lyriciste. Ouais, le lyriciste, Pour dire ouais. « Je sais faire les deux maintenant. Ouais, Donc, ouais. Et je suis à l'aise avec ça. Donc ça, j'adore. L'homme aux yeux noirs aussi, je trouve très très fort. Et à côté de ça... Donc là, J'adore c'est- aussi, pardon, excuse-moi, quand il dit qu'il fait twerker une bitch sur un rappeur engagé. Ça, c'est une superbe punchline. On fera pas mieux cette année. Qui me rappelle d'ailleurs un peu une punchline de La Fouine où il disait j'adore les meufs que détestent Medine et Kerry. Ah ouais, Voilà, bon. c'est une belle image. Voilà, j'adore. On comprend tout de suite ce qui se On passe. comprend. Et à côté de ces morceaux très intenses où je l'aime beaucoup, il y a aussi une partie d'émotion que je retrouve dans les séries, dans la série de Julius, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une forme de thérapie pour lui, ces opus, parce que
derrière, peut-être caché derrière ce côté cinématographique, il se permet de raconter des choses un peu précises de sa vie. Et il y a 2 morceaux qui m'ont beaucoup touché où on a SCH un peu écorché vif avec une vraie émotion. C'est Ciel bleu et Batterie vide qui clôture en plus l'album. Et je trouve que c'est un peu un lâcher prise qui fait du bien. La forme de l'album en plus. Quand on l'allège des cinématiques, des interludes, il fait que 15 titres, donc je trouve que ça s'écoute très bien. Tout à fait. Voilà, globalement, à part 2-3 trucs où je me dis un peu fastoche, c'est pas non plus mauvais, il y a quand même des très grands morceaux sur cet album. Raph. J'ai les mêmes bémols que Sandra, effectivement, sur ces morceaux-là que je trouve un peu trop standards et qui du coup font sortir de l'écrin qu'il essaye de trousser encore une fois sur cet album, à l'image de Julius et Julius 2, où à chaque fois il y avait des espèces de sonorités géographiquement reconnaissables quoi, sur l'un ou l'autre. Là, il y a peut-être un petit peu moins ça, mais il y a ce côté très élégant, je trouve. Et c'est sur ces morceaux justement qui vont au bout d'une certaine forme d'élégance dans la direction musicale. Tu parlais de Crois-moi, Les Hommes aux yeux noirs, Cannelloni qui est sorti en premier single, qui je trouve du coup fonctionne encore mieux sur l'album single. Beaux-Arts, Jimmy Twice, Kala, Batterie vide, dont tu parlais aussi. Je trouve que sur ces morceaux-là, qui donc forment quand même la majorité de l'album, ça fonctionne hyper bien. Pour toutes les raisons que tu as citées aussi, voilà, sur sa manière de rapper, d'interpréter, de changer à chaque fois de niveau d'interprétation aussi, d'intensité, etc. Et puis c'est un rappeur qui s'affine, vraiment, il y a des couplets. Je pense au deuxième couplet de justement Les Hommes aux yeux noirs et le premier. Pour moi, c'est mon morceau préféré. Ouais. Franchement, il y a... c'est subtil, mais dans sa manière de rimer, dans les placements qu'il fait, c'est vraiment très fin. Et c'est Marseille à fond. Exactement. C'est vraiment Marseille à fond. Et le premier couplet de Calabre aussi, pour moi, il y a quelque chose effectivement de très école marseillaise, un peu millésimé, quoi. Et ça marche très bien. Cannelloni, quand il parle, au début, je trouvais ça chelou. Et en fait, là, j'entends Bouga. Ouais. Et j'entends son accent marseillais, ça pue Marseille en fait, ça marche trop bien. Et donc oui, je trouve que de ce point de vue-là, il y a des vraies réussites sur l'album avec des morceaux qui sont excellents. Mais le problème pour moi, c'est que avec Julius, il a un peu créé un monstre. C'est parce que c'est à la fois son album d'auteur et son magnum opus, quoi. Et donc quand tu pour toi, c'est son magnum opus. Pour moi, il n'y a même pas de question. Alors, évidemment, A7, c'est un album immensément important, mais pour moi, voilà, Julius, dans la vision, dans ce qu'il raconte de lui, encore une fois, parce que comme tu dis, sa manière de compresser le fictif et le biographique, l'autobiographique, il le fait très bien là-dessus. Il a continué à le faire sur Julius 2, mais qui est un album un peu déséquilibré, ou en tout cas sur lequel il y avait une forme de recherche d'équilibre où il faisait un peu le grand écart sur certaines choses, ce qui n'est pas le cas sur cet album. Je trouve qu'il y a peut-être moins de concessions, même s'il y a peut-être des morceaux plus standards, mais je trouve que ce truc de trame narrative se tient moins sur l'album. Oui. Et autant tu sentais une évolution sur la manière de traiter ces thématiques de la criminalité, son statut dans le rap, cette espèce de parallèle qu'il y avait, et aussi toutes ces réflexions sur la vie, les relations, le temps qui passe, etc. Je trouve qu'il y avait une forme d'évolution tout au long des albums. Là, c'est moins le cas, je sens moins cette chose-là. Donc, je trouve que c'est un peu un pari à chaque fois risqué de faire des 2, 3, enfin de suivre, bon là un 0 parce que c'est un préquel, mais du coup j'ai moins l'impression de suivre une histoire, une évolution. C'est qui Julio? En fait, Julio, j'arrive à savoir qui c'est. Je sais pas qui est Julio, qui est cette personne Julio. Donc, je trouve que là-dessus, l'album n'est pas réussi. Par contre, clairement, si on parle de vision globale sur un album, sur réussir à créer quelque chose de cohérent, à part effectivement les 2-3 peut-être creux qu'il peut y avoir, je trouve que c'est très réussi parce qu'il y a vraiment encore une fois un truc très élégant dans l'album, et il va jusqu'au bout de encore une fois cette incarnation d'un personnage moitié fictif, moitié biographique sur comment il voit les choses, quoi. Et d'ailleurs à ce titre-là, je trouve qu'il y a un morceau qui est très intéressant, qui est un peu un morceau qui prend un contre-pied, c'est le morceau Balafre, parce que pour le coup, qui est mon deuxième morceau préféré. Et ben moi aussi, et c'était pas gagné au départ parce que je me dis ok, il fait un morceau un peu afro-swing, c'est des choses qu'on entend beaucoup dans le rap français, notamment chez quelqu'un comme Tiakola, ou tu vois, ce genre d'artiste. Je me dis, ok, il s'y risque. Est-ce que tu vois, c'est son terrain, justement sur un album où finalement il est un peu dans la soie, là, tu vois, il est dans son écrin, quoi. Et en fait, il fait ce contre-pied d'avoir une rythmique comme ça avec cette guitare hispanisante où il revient à ce truc de conscience de classe, de rapper ce genre de choses. Et puis il fait que rapper. Alors le refrain un peu chantonné, mais il rappe pur, quoi. C'est-à-dire que voilà. Et je trouve comme ça qu'il y a des partis pris. On sent aussi l'influence parfois d'Autobahn sur certains morceaux, sur des rythmiques un peu plus élevées. Donc tu sens que c'est toujours quelqu'un qui cherche aussi peut-être à la marche, tu vois, à se bousculer. Beaucoup moins que peut-être sur Autobahn, et c'est ce qui avait parfois pu braquer une partie du public, je pense. Mais donc je trouve que c'est un bon album, voire un très bon album, mais du coup sur cette franchise Julius, c'est un peu entre guillemets trompeur, quoi. Mais si on prend l'album pour ce qu'il est, ça reste SCH, quoi. C'est quand même le haut du panier sur la catégorie dans laquelle il boxe, quoi. En fait, c'est vrai que moi, en fait, même la partie storytelling de Julius,
soit je l'ai jamais compris, soit j'ai jamais vraiment cherché à la comprendre pour être. C'est-à-dire qu'en fait, je prends les morceaux, je comprends l'univers, le décorum, mais effectivement, j'ai pas le sentiment, et peut-être tant mieux d'ailleurs, d'écouter une histoire comme l'Hippopète Bar par exemple ou les albums peut-être de plus récemment de Laylo par exemple. Exactement, tout à fait, où il y a vraiment quand même un storytelling, parfois peut-être un peu forcé comme sur L'étrange histoire de Monsieur Anderson, même si j'adore cet album, mais il y a vraiment quelque chose de plus clair, plus lisible, il y a un point A, un point B. Sur SCH, ça a jamais vraiment été le cas pour moi en tout cas, j'ai jamais vraiment saisi ça, peut-être aussi parce que son écriture elle est plus subtile, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas droit au but. Pourtant voilà, mais il y a toujours un truc chez SCH qui est assez il y a 2-3 lectures, il te dit jamais les choses clairement en fait, c'est-à-dire que tu peux les interpréter de manière, il a vraiment une écriture qui est quand même assez folle. D'ailleurs en réécoutant tous les Julius, enfin les deux autres, moi je redécouvre vraiment des choses à chaque fois que j'écoute SCH, parce que tu dis c'est très dense comme écriture. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a une écriture aujourd'hui aussi dense, ça veut pas dire que c'est la meilleure ou quoi, mais en tout cas elle est vraiment dense avec j'avais oublié ça, j'avais jamais retenu cette phase là. Il y a vraiment plein de trucs comme ça un peu à tiroir qui reviennent au fur et à mesure. Tout un hippodrome dans le moteur, tu vois, des fois il y a des espèces de phrases comme ça. Tu dis, en fait, il y a ça aussi chez SCH, il y a toujours plein de trucs comme ça. Tu sais, un peu, en fait, c'est aussi un peu quelque chose que je pouvais avoir chez Booba aussi. Tu sais, quand je réécoute 09, je me souviens à l'époque, bon, j'ai eu 2, 3, 4 écoutes, et puis au bout d'un moment, tu fais, ah putain, il y a ça aussi. C'est des rappeurs qui, quand même, ont, je vais pas dire des punchlines, parce que c'est pas forcément des punchlines, mais en tout cas, ont plein de lignes marquantes, en fait. Et SCH, il a ça, et il a encore ça sur cet album-là. Sa plume, c'est pas émoussé, quoi. Non. Exactement, pas du tout. Et d'ailleurs, en parlant de Booba, c'est vrai que bon, quand il prend Garcimore, j'y ai un peu. Il y a Garcimore avec un fusil, là, il dit. À un moment, il dit aussi la dernière chose que tu verras sera un casque. Alors, tu vois, moi j'ai forcément pensé à Nervision sera un gun et un chauve. Je sais pas du tout si c'est une rêve, parce que c'est. Mais bon, voilà, j'y ai pensé en tout cas à ce moment-là. Et puis, oui, sur SCH, moi aussi, ce que j'apprécie, j'ai aussi le sentiment quand même que c'est un album de réponse à ses critiques, à ses détracteurs. C'est-à-dire que vous voulez l'ancien SCH, eh ben je vous le donne. En fait, quelque part, dans la voix, dans la diction, on y retourne, tu l'as dit. Vous en avez marre de mes singles qui cartonnent et qui m'ont rendu riche, bande de bâtards. Et ben j'en fais pas. Et j'en fais pas. Il n'y a pas de haut standing ou Il n'y a pas de haut standing. Non, mais par contre, haut standing. Oui, c'est. Single. Moi, j'ai une nouvelle théorie maintenant, c'est les singles dignes. Voilà, j'en parle avec Mac Taylor ici pour parler du morceau Laisse-moi te dire avec Gims que j'adore. C'est génial ça. Single digne. Oui. Voilà. Et bien au standing. Je mets au standing à côté du mot dignité dans le dictionnaire. Voilà. C'est pour moi un single et qui n'a pas tant marché que ça. Donc pour moi, je parle même pas de ces singles-là, je parle des singles en fait, les types Jul, qu'une partie de ses fans de la première heure lui ont reproché. Et d'ailleurs, au point même, je trouve, à cause de ça, de mal lire Autobahn, puisque Autobahn avait un morceau dans ce sens-là. Et à les entendre, en fait, ce n'est que ça. Exactement, alors que pas du tout. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion d'en parler ici. Tout à fait, on avait parlé et on était en mode, mais comment vous avez aimé Autobahn ? Écoutez-le en fait. C'est ça. Écoutez-le. C'est ça que je dis, le public est un peu ingrat des fois. Bien sûr. Tout à fait. Mais on est ingrat avec les gens qu'on aime. En fait, je pense que c'est ça. Il y a une forme peut-être d'ingratitude quand il y a de la mauvaise foi, mais je pense qu'il y a aussi une forme d'exigence parce que on sait. De quoi nous, il est en capable, tant que critique, tu vois, mais aussi le public, de quel calibre est SCH, quoi. Et puis après, il y a aussi parfois chez le public une forme de nostalgie qui est humaine. Mais voilà, tu veux revivre ce que tu as vécu à l'époque d'Asset ou à l'époque ou d'Anarchie, etc. Mais du coup, il y a aussi, c'est pour ça que Cannelloni, moi en premier single, je dis c'est bien, dans l'album je trouve ça super bien, parce que c'est pas un single, et il n'y a pas de single sur cet et c'est comme Marché Noir sur Julius 2, il y avait ce parti mais par contre sur l'album il y avait Mode Akimbo qui a porté l'album en stream. C'est pour ça que je dis qu'il y a moins de côté grand écart en fait. Il y a peut-être le côté un peu standard sur certains morceaux, mais il n'y a pas ce côté un peu déséquilibre où tu sais pas sur quel pied danser par rapport. Exactement, tout à fait. Donc moi j'y vois quand même une cohérence, j'y vois aussi quelque chose de très, bon ça c'est pas nouveau, mais très méditerranéen, encore plus peut-être que sur Autobahn, que tu avais sur quelques morceaux, mais où il tentait des choses. Il y a vraiment quand même un côté marseillais dans la musique et dans les textes, bien sûr. Bon, les hommes aux yeux noirs, quand il fait à jamais le rat, à jamais Zidane, il y a toujours ce truc là. J'aime bien le fait de les mettre sur le même plan, quoi. Tu sais, c'est Marseille et tu le sens, ça, je trouve, quand t'écoutes SCH. Et même moi, la manière dont commence le dernier morceau, justement, Batterie vide, et je me suis dit, cette boucle de piano, ça pourrait être sur Où je vis, tu vois, où il y a vraiment ce truc-là, je trouve. Tout à fait, exactement. Donc, mais après, je suis d'accord avec vous, je trouve que c'est un très bon album, très solide. Le temps, on verra avec le temps dans quelle mesure j'y reviendrai. J'ai l'impression, à première écoute, que c'est pas forcément l'opus de Julius que je vais préférer. Je pense que évidemment le 1 est le meilleur. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a créé un monstre, tu vois. Exactement. Tu vas, en fait, t'es obligé de comparer. Quand t'as une trilogie, tu compares. Tu compares le Parrain 3 au 2 au 1, tu compares Matrix, tu compares Retour vers le futur, tu compares Julius. Là, à chaud comme ça, je trouve que c'est peut-être moins
Enfin, encore, moi, Julius 2, je lui trouvais pas vraiment de problème. Parce Non. que moi, oui, il y a Mode Akimbo, d'accord, mais bon, c'est un morceau que j'aime bien. Et surtout, c'était le seul un peu écart par rapport à je trouve, à la couleur de l'album. C'est un album que j'aime bien. J'ai l'impression que celui-ci, c'est le moins surprenant. Oui, c'est ça, mais c'est peut-être la maîtrise en fait. Il n'y a pas de surprise, Ouais, mais il y a la maîtrise. Exactement. Ouais. En fait, par contre, il n'y a aucun mauvais morceau. Non. Il y a des morceaux qui remplissent un peu l'album. Peut-être, il y en a 2-3, effectivement, dont vous avez parlé. Même si, bon, c'est un album qui reste court, qui est digeste, qui est maîtrisé de A à Z, qui est bien produit. C'est un très bon album de rap français. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une partie du public en fait qui attend ça, qui attend la Exactement. surprise, qui attend le nouveau truc, etc. Mais quand t'as un artiste aussi établi que SCH qui va fêter ses 15 ans de carrière l'an Bah prochain, ouais. enfin ses 10 ans de carrière, pardon, l'an 10 ans, prochain, ouais. avec la sortie d'Asset en 2015, donc ça fera 10 ans l'an prochain. Bah, je pense qu'il y a toujours ce truc-là, tu le disais, il y a une forme de nostalgie on attend de ces artistes-là, tu vois, qui viennent nous surprendre. Alors qu'en vrai, avec Autobahn, il a essayé justement de Ouais. surprendre et ça a été mal accueilli. Donc bon, Tout à fait. c'est toujours un peu délicat, je trouve, d'être dans la position dans laquelle il est aussi, quoi. Puis il y a une question aussi, c'est oui, tu l'as dit, 10 ans de carrière, est-ce que c'est encore possible de se renouveler? Ça l'est, les artistes l'ont prouvé, mais c'est compliqué en Ouais. fait. Je veux dire, avoir 10 ans de run comme il l'a, c'est déjà prodigieux. Hein. Et avec, encore une fois, cette maîtrise. Je Exactement. pense qu'il faudrait être de très mauvaise foi pour trouver qu'il n'y a pas une forme de maîtrise quand même sur Ouais. Impressionnant. Ouais. cet album, quoi. Justement, alors, allez écouter cet album-là, ce nouvel album d'SCH, qui est, on le rappelle, un événement. Ça peut nous amener à parler un petit peu de, quelque part, l'héritage de cette génération de rappeurs et de rappeuses. On va dire, ces gens qui ont émergé, tu l'as dit, vers 2014-2015, qui ont été les nouvelles têtes d'affiche du rap. SCH, PNL, Jul évidemment, Niska, Hamza, Gradure, Vald aussi, Fianso quelque part, Damso. même s'il rappait Ouais, avant, ouais. et évidemment Damso, Nino. Nino bien sûr. Il y a eu beaucoup de gens. On a déjà un peu parlé ici, au début je crois de cette émission, sur le fait que parfois il y avait peut-être c'était un peu compliqué maintenant de renouveler ces têtes d'affiche. Là, on a encore l'impression que les nouvelles grandes stars du rap français sont un peu les mêmes Ouais. qu'il y a 8 ans, même si, bon, on peut parler quand même de Werenoi, là de SDM, ouais. PLK, quand même Bien sûr. depuis. Il y a des nouvelles personnes, mais comment vous voyez un petit peu peut-être l'héritage, l'influence de cette génération-là, une génération un peu dorée, dont on a beaucoup parlé, on disait voilà c'est le nouvel âge d'or du rap, on parle beaucoup d'année 2015 qui était une année assez Le deuxième âge d'or. le deuxième âge d'or, Ouais, c'est c'est une prolifique, charnière, bien sûr. exactement, et aussi peut-être SCH. Moi j'ai le sentiment que sur ces 10 dernières années-là, on va dire, c'est si on parle uniquement des nouvelles têtes, en tout cas des gens qu'on a découvert à ce moment-là, que c'est peut-être aussi celui qui a le plus, comment dire, qui a la discographie peut-être la plus solide, Ouais. qui n'a jamais non plus, comment dire, lâché le rap. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi j'adore Damso. J'ai l'impression que lui et Damso, pour moi, c'est peut-être un peu ceux qui ont le plus, comment dire, avec PNL, amené de choses à un moment. Mais Damso, il y a toujours un moment où il se dit bon, je vais aller un peu à droite, je vais aller un peu à gauche. SCH, Il est constant. ouais, il dans est ce qu'il fait. constant. Il pourrait sortir une tape chaque année. On a l'impression qu'il est vraiment là-dedans. Bien sûr. Et que c'est peut-être pour moi celui qui a la discographie de rappeur la plus solide, en tout cas sur le long terme, sur la longévité. Parce que PNL, quelque part, c'est légendaire, mais ça dure pas si longtemps que ça, quoi. Non. Ça dure 4 ans, Ouais. 2015-2019. Puis ils ont créé autre chose. C'est-à-dire ils ont créé qu'il y autre a chose. évidemment beaucoup de rap dans leur ADN, mais il y a autre chose. Alors que Ouais. SCH, quand il veut rapper, il rappe, quoi. Exactement. Donc, comment vous voyez un petit peu, peut-être déjà SCH, son run, ces 10 dernières années d'SCH? C'est assez impressionnant quand on regarde la discographie parce que justement je pense qu'il y a eu cet âge d'or, cette explosion et c'est intéressant de voir comment toutes les stars des années 2015 là justement, Ouais, les années 2015. les années On dirait 2015, les yéyés et tout, on est vraiment des vieux. Mais c'est vrai, t'as raison. comment ils ont vécu leur succès parce que justement tu parles de Damso, bon c'est un secret pour personne, tous les 2 jours il parle d'arrêter Ouais. tout et de partir en C'est balade son dernier à la feat, montagne, et puis, voilà. et puis il revient donner un tube. On a la disparition d'un des plus gros noms aussi de ces années-là, Nekfeu, Mhm. qui n'est jamais très très loin, Ouais, mais ouais. qui a clairement tout coupé Tout à et fait. qui a plus trop envie d'être là. C'est intéressant quand même de voir comment eux, ils ont perçu le succès. Et je pense que par rapport à SCH, c'est celui qui tient le plus Ouais, le choc, on va Ouais. dire, de rester solide face tout à à fait. l'énorme succès, les envies aussi des fois d'en faire plus, c'est-à-dire peut-être faire des fade-up, faire des choses qui vont te faire passer un autre cap, Ouais. mais où tu vas perdre ton audience du début. Et justement, c'est vrai ça, ce que j'ai tu l'impression dis. que c'est un peu un tourment par lequel passent beaucoup de ces rappeurs-là. Ouais. Qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que je reste dans le rap, est-ce que je vais m'ouvrir à des trucs un peu plus faciles. SCH, il reste solide sur ses appuis et c'est peut-être celui qui est le plus justement ancré dans le rap français de ces dernières années, parce qu'il n'y a pas eu de disparition, il a toujours Ouais. été là. Et puis même en faisant d'autres choses, il revient toujours au rap.
Donc faisons attention à SCH et à sa discographie. Ouais. Parce qu'on a quand même de la chance d'avoir un rappeur aussi talentueux qui continue à produire des choses. Mais je trouve que c'est trop vrai ce que tu dis, c'est vrai parce que il a ce dilemme par lesquels quelques-uns sont passés dans l'histoire du rap, c'est je suis un putain de rappeur, je suis archi respecté, et à un moment je touche du doigt, voire j'y vais, le succès populaire. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont atteint à ce niveau-là, et je me souviens d'ailleurs, moi, à son dernier Bercy, je sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier, je sais plus, ils font des Bercy tous les jours là, mais dans le public, je sentais qu'il y avait aussi une partie du public qui l'avait découvert avec des tubes depuis 2020. Et donc, il y avait une forme de décalage parfois dans son public entre des gens qui voulaient l'entendre rapper John Lennon et des autres qui voulaient bande organisée, Autobahn et c'était quoi Moto. Il y en avait aussi avec Jules là, avec Moto dans le titre. Oui, on l'appellera Motoban, mais je me souviens plus du titre. Mais vous savez ce qu'on préfère dans la carrière. Non, c'est pas ça le titre. Non, bon, bref, je dis n'importe quoi. Bref. Motherfuck. Voilà. Mais je sais pas pourquoi je voulais l'appeler Moto. Motoban, c'est peut-être le nom de la nouvelle mixtape de SCH. J'ai l'info, je viens de la leaker. Pardon, Julien. Mais en tout cas, voilà, il y a ce truc-là que, tu sais, même des gens comme Gims, par exemple, à un moment, ont eu un peu de mal, je pense, à un moment, ils ont un succès très populaire, et tu sentais qu'ils avaient aussi envie de garder le public rap, dont l'album de Gims où il fit Gazo, ou etc. Il y a ce truc-là, où l'artiste, à un moment, qui avait un boulevard après Chocolat et Kachou, et qui a fait un album avec Koba, etc. Tu sens, et SCH, mine de rien, alors, il n'est pas allé sur des Kachou et Chocolat, mais il a quand même un succès populaire, c'est une figure pop qui est parodiée par Palma Show, qui est sur Nouvelle École, donc il est pop aujourd'hui, et il arrive quand même à être dans le rap, à sortir des morceaux que le rap écoute et en même temps à être dans la pop culture. Il n'y en a pas beaucoup. En vrai, il y a Booba qui a réussi à faire ça dans l'histoire du rap français, à avoir des tubes sur énergie et à rester vraiment le rappeur du moment et à être une figure pop. Et j'ai l'impression qu'SCH, il est peut-être capable aussi d'être à ce niveau-là un peu d'équilibre, qui est un équilibre archi compliqué à avoir en fait. Et c'est intéressant parce que tu l'as comparé, tu as fait un parallèle avec Damso, et c'est vrai que Damso, il y a des moments, moi quand j'écoutais Calf Infinity, je me disais mais le mec fait presque de la chanson française. Ouais, tout à fait. Alors avec des codes rap, des beats, etc. Mais il y il y avait vraiment ce truc-là. On sent ses influences aussi chez SCH. Ouais, le code, des morceaux comme ça. Même on sent que ça en fait partie dans sa manière de chanter, d'interpréter. Tu parlais de Ciel Bleu par exemple. On sent que c'est un morceau qui tend un peu vers ça. Mais il y a toujours des moments où en fait il dit je viens vous casser la gueule quand même quand j'ai envie de rapper quoi. En fait, il a encore trop d'orgueil. Non mais c'est vrai. Jamais qu'il perde ça, d'orgueil de en rap. fait. Mais bien sûr. Donc il a un moment et tu le vois d'ailleurs. On n'a même pas parlé de l'intro préquel qui d'ailleurs souvent les intros des SCH ça, mais c'est aussi là pour casser des gueules justement pour dire non mais et je sais pas si il est sur Twitter, s'il regarde Twitter etc. Mais moi j'ai un peu le sentiment que je vais pas dire que ça le drive, mais qu'en tout cas c'est quand même quelque chose qu'il regarde et qu'il a pas envie de décevoir trop de gens et qu'il a aussi envie de garder les gens qu'il aime depuis le début avec lui en fait. C'est Marlo Stanfield qui dans la saison 5 retourne un peu dans la rue et qui met une droite à un mec qui essaie de l'agresser quoi, c'est un peu ça quoi. C'est SCH. un peu. Regardez The Wire pour ceux qui n'ont pas vu évidemment. Il y a une vraie question sur la pérennité effectivement de cette génération. C'est que, en fait comme ces dernières années j'ai beaucoup posé sur du documentaire sur l'histoire du rap français et que ça m'a permis. Pardon monsieur. Voilà. Pardon. Non mais ce que je veux dire par là c'est que ça m'a amené à réfléchir à ça en fait, c'est-à-dire que j'ai vu la pérennité, tu vois, des grands artistes, des Solar, des Ayam, des Booba, des Rof, etc. Et je me suis souvent posé la question sur cette génération 2015, là on va arriver en 2025 l'an prochain, qu'est-ce qu'elle va laisser, tu vois, à travers le temps, dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Et je pense qu'au-delà de ce succès populaire, il y a un peu ce truc de les œuvres, parce que mine de rien, les albums ça compte quand même sur la terre du streaming. Et je pense que il y a des artistes comme ça, on citait Damso, Nekfeu, Nino aussi, même si c'est un hitmaker et qu'il a ce truc un peu, tu vois, d'être entre un hitmaker et un mec qui quand même sort des albums, des mixtapes, etc. Je pense que c'est des personnes comme ça qui vont rester pour leur influence et pour la pérennité peut-être de leur disque quoi. Ouais, tout à fait. Non, je trouve que ces artistes-là nous ont quand même donné quelques grands albums de rap français. Effectivement, et j'ai l'impression que t'as des artistes qui au moment sont peut-être plus dans ces considérations, elles veulent juste sortir de la musique et des projets. Je pense qu'SCH, il est toujours un peu, il a envie que son body of work, que son discographie, elle soit belle. J'ai l'impression, ça veut pas dire qu'il fera pas d'erreur, mais j'ai l'impression qu'il fait attention à ça.
il a aussi un côté geek. Ouais, il a un côté méticuleux. Ouais, tout à fait. Il a vraiment un côté méticuleux, et d'ailleurs je sais que c'est quelqu'un qui, il le disait en interview, hein, qui fait attention à tout le process d'enregistrement, tu vois, il sait comment on utilise un studio, etc. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est quand même méticuleux sur le fait de faire sa musique. D'ailleurs à un moment il y a un truc dans l'album où il dit que c'est la musique artisanale ou quelque chose dans le genre, et ça m'a surpris. Je me dis avec le gros budget qu'il a, parce que je pense qu'en fait dans sa manière lui de procéder, je pense qu'il y a encore ce truc là en fait d'être un peu artisan. Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez SCH, son dernier album, mais aussi les anciens. Voilà, parce que c'est quand même c'est particulièrement solide, comme dit Sourafi. Est-ce qu'on passe au coup de cœur ? On passe au coup de cœur. Passons au coup de cœur. Et une fois n'est pas coutume, Raph, tu vas nous parler de rap américain. Donc, je te laisse la parole. Je vais vous parler de Chief Keef. Non, on va arrêter. Ça sent encore le soufre dans ce studio. Mais écoutez son dernier. Je suis habitué. Moi, je me demande maintenant quand j'en suis, je me dis qu'est-ce que je vais dire. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire ? Tiens, dis-moi deux rappeurs. Écoutez le dernier disque de Chief Keef qui est absolument exceptionnel, par contre, vraiment. Mais non, j'ai envie de vous parler. Qui est plus influent d'ailleurs que Me Against the World. Bon, je vais parler d'une artiste qui est peut-être moins influente. Il y a 2 semaines, il est déjà plus influent. C'est fou. Chief Keef, vraiment, c'est fou. Alors, je vais te parler d'une très bonne rappeuse. Très bonne rappeuse qui s'appelle Rhapsody, qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Please Don't Cry. C'est une rappeuse qui a commencé à se faire connaître à la fin des années 2000, chaperonnée, parrainée par Ninth Wonder, grand producteur des années 2000, notamment pour sa porte d'entrée avec le Black Album et sa production sur le Black Album. Sur Black Album, tout à fait, sur le morceau Threat. Exactement. Avec un sample d'un artiste qu'on ne peut plus citer. Non, c'est Voldemort. On peut qui n'est pas dans la liste des 100 albums. Non, et donc elle a fait grand bruit surtout à la fin il y a 6 ans de ça avec son album Lilah's Wisdom qui a été nommé au Grammy la même année que Damned, que Flower Boy, etc. Donc quand même c'était pas rien. Et là ce nouvel album Please Don't Cry, c'est un peu un nouveau départ pour elle, puisque justement Ninth Wonder ne produit plus rien sur l'album. Elle sait toujours très bien s'entourer. Il y a Hit Boy sur un morceau notamment. Et c'est un peu un album, je trouve, qui s'inscrit dans la lignée en termes de thématique des derniers disques de Kendrick, de Vince Staples. Alors je parle pas de celui qui est sorti le jour où on enregistre. Le jour où on enregistre, on l'a pas encore écouté. Exactement, de Ramona Park. Denzel Curry aussi, Make My Eyes, Make Your Eyes. Je sais plus, j'ai un doute. Bon, bref, celui qui je crois, ouais. Et donc voilà, il y a une forme de recherche thérapeutique en musique où elle cherche constamment la vérité brute à travers ses différentes émotions, positives comme négatives. Et ce qui est cool, c'est que justement, à la fois, elle se départit de cette image de entre guillemets rappeuse lyriciste boom bap, quoi, cette espèce de truc qui lui colle un peu à la peau et qu'on a voulu à tort lui appliquer trop facilement, parce qu'elle n'est pas que ça sur ses derniers disques aussi, mais voilà, on sent qu'elle travaille son interprétation, elle travaille sa manière d'écrire, c'est beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus intimiste, et je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très appréciable chez elle, qui avait déjà sur son précédent album Yves, qui était sorti en 2019, c'est que précisément parce qu'elle veut pas rentrer dans cette catégorie de si vous voulez écouter des filles qui rappent, ou une fille qui rappe et qui soit pas une strippeuse, pour caricaturer le truc, il faut écouter Rhapsody. Et justement, en fait, il y a plein de moments dans l'album où tu sens ce truc-là de en fait, je respecte toutes les femmes qui rappent. À un moment donné, elle a dit aussi, bon, c'est vrai que cette industrie veut nous vendre un peu un espèce de modèle unique pour les rappeuses, mais en fait, non. Moi je respecte mes sœurs en fait qui vous rappent de leur cul, et ça me pose aucun problème, quoi. D'ailleurs il y a pas très longtemps il y a eu un tweet d'un mec, elle tweetait qu'elle adorait écouter Sexy Red, et un mec qui dit non mais en fait t'aimes pas écouter Sexy Red. Elle fait bah si, en fait j'aime écouter Sexy Red, de quoi tu me parles, quoi. Donc voilà, il y a vraiment ce truc là qui est très cool chez elle, et puis bah c'est une rappeuse d'exception, quoi. Voilà, écoutez cet album. Les rappeurs et rappeuses dits conscients doivent écouter que ça en fait, ça, ils ne rigolent pas. Je pense qu'elle écoute que Common et Public Enemy à longueur de temps, tu vois, alors que la vie horrible. Sandra. Eh bien, je vais parler d'un projet que tu as aimé également. Tout à fait, que je l'écoute en boucle en ce moment, tous les jours. Tout pareil. Hologram Low et Untrill ont sorti Replica 2. 2 ans après le premier volet, que j'avais déjà beaucoup écouté, mais beaucoup plus court. Là, c'est une version, un format plus long. Et tant mieux, parce que c'était très addictif. Et ces 2 ans d'absence, on va dire, je comprenais pas trop, parce que Untrill, j'ai beaucoup d'espoir sur lui. Ouais, depuis longtemps en plus. Mais il est un peu, il est discret. Il est discret. Tu te demandes ce qu'il fait de sa vie. Bah, je pense qu'il est entre la Belgique, les Pays-Bas, c'est à peu près là. Il en parle beaucoup dans il parle beaucoup de ça. Aussi. Il est très bien habillé. Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Mais nous on s'en fout, on veut que tu rappes, mec. Viens rapper. Parce que tu rappes bien, donc sors plus de trucs. Ah ouais, lui, il est pas là pour. Il a pas un statut de rappeur, en fait. Il vient, il pose et il fait son truc. Hologram Low, je pense que le public le connaît déjà. C'est l'architecte du son Don Dada. Donc
déjà très installé dans le rap, qui apporte justement un décor à Untrill qui lui est une force tranquille. Il n'y a jamais des effusions, ça part jamais dans tous les sens. C'est solide, c'est assuré et c'est très technique. Et ce que j'aime beaucoup aussi chez lui, c'est son écriture. C'est la punch. En fait, il y a une punch par ligne, presque. Et c'est à la fois drôle et méchant. J'ai pas envie... Et prétentieux, mais à mourir, mais c'est trop bien du coup. J'ai pas envie d'être la personne de qui il parle en fait. C'est vraiment trop insultant. C'est la musique de flexeur de fou. Et ça fait du bien. Et mais surtout, il flex avec de la technique, comme tu dis. Il y a de la flex en mode juste, tu vois, pour flamber. Ouais, pour flamber. Là, il y a de la flambe, mais derrière, c'est très solide. Trop bien. Et la musique d'Hologramlo, beaucoup de samples, beaucoup de chaleur. L'alchimie entre les deux est parfaite. Donc, s'il y a bien un projet à écouter de cette fusion-là, c'est Réplica 2. Allez-y. Ouais. De fou. Je suis entièrement d'accord avec toi. Du coup, moi, je vais juste parler d'artistes que j'aime beaucoup et qui ont sorti 2 morceaux récemment que vous avez tous et toutes écoutés. Le dernier morceau de Tiff, Nothing Personal, dont il a fait un Colors là-bas, et le dernier morceau d'Hamza avec Core, Lella pour Rain B Fever, le prochain numéro. J'aime bien parce qu'il y a quand même alors Tiff, évidemment on connaît sa musique, on en a déjà un petit peu parlé ici, effectivement bien sûr c'est du rap, mais il ramène aussi toute son bagage algérien, donc il y a parfois des infusions de rail, etc. Et là sur ce morceau d'Hamza, qui pour le coup Hamza lui est arrivé avec vraiment du rap, de la trap, du R&B, là c'est vraiment un morceau de rebeu, quoi, tu vois, c'est vraiment, donc c'est intéressant parce que c'est un autre héritage, il est marocain, il est belge, c'est vrai, tu vois, même si il y avait bien sûr juste une minute, absolument, avec le sample mythique, mais et d'ailleurs il avait fait un live avec Rachid Taha, paix à son âme, pour l'émission à l'époque de Kevin Razi sur Canal. Ils s'étaient rencontrés, Hamza, et je pense que le live doit être trouvable, mais c'est vrai que c'est globalement quelque chose qui doit être évidemment important, c'est sa vie, son éducation, mais qu'il n'a pas tant exploité que ça jusqu'à présent. Et là il le fait avec Core, qui a inventé Rain B Fever, donc c'est parfait. Et j'en parlais en plus, j'ai eu la chance d'en parler un peu avec Core, c'est que moi la première écoute j'avais été un peu déçu, je sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais pas à ça, et maintenant c'est en boucle, vraiment je me suis trop pris le morceau, et Core me disait d'ailleurs que c'était exactement le genre de réaction qu'il aimait avoir quand le morceau était un petit peu de... Il me racontait, je pense que je peux raconter ça, qu'il avait eu ça avec Santana d'Alonso, qui est quand même devenu un gros morceau d'Alonso. Quand ils font le morceau ensemble, le morceau, il sent qu'en studio les gens se le prennent pas plus que ça, et que c'est Alonso qui l'appelle 2 jours après, qui lui dit non, ça c'est trop chaud. Et il y a eu un peu ce sentiment là avec ce morceau là, où il a vraiment fait une DA assez particulière, mais vraiment thématique, et Hamza est vraiment rentré dans l'univers R&B, et c'est cool aussi, c'est peut-être aussi c'est un nouveau moyen, on parlait de se renouveler. Hamza, on a parlé de sincèrement ici, comment se renouveler après aussi 10 ans de carrière, un peu plus. C'est d'autres arcs, un peu comme Drifté qu'il a fait récemment aussi, qui était dans un autre registre. C'est intéressant d'exploiter tout ça. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À très bientôt. Écoutez Hamza. Voilà, je dis la même chose depuis 10 ans. Ça ne bougera pas en fait.